Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la sortie du chapitre 4 de Dies Irae. Alors j'ai l'habitude de faire ces vidéos après la sortie du chapitre pour être vraiment au plus proche de l'actualité de la page et j'ai bien fait parce que avant la sortie du chapitre 4 on était en dessous du premier palier d'objectif qui était de 50 € par mois collecté, on était à 49 et le lendemain de la sortie bon, on a dépassé ce seuil donc ça y est vous avez débloqué le palier à 50 ce qui fait que du coup cette présente vidéo, le durer les grosso modo 5 minutes habituelles va durer un peu plus longtemps ce qui va me permettre de développer un peu plus l'histoire. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est vrai que ce chapitre 4, il change vraiment radicalement de la première version, puisque déjà, il fusionne deux chapitres. Il fusionne ce qui était anciennement les chapitres 3 et 5. Ils ont fusionné en un seul, parce que ça permettait de... Donc il n'y avait pas assez de contenu, on va dire, chacun indépendamment pour faire vraiment un épisode complet. Et là, j'ai fusionné les deux, donc l'affrontement avec Ziruel et les arcanes de Métatron. Du coup, ça permet de faire un épisode plus complet. Alors là, après l'épisode précédent où on présentait le monde spectral, là, vraiment dans cet épisode, je voulais un peu plus expliquer la hiérarchie angélique, puisque plus on va avancer dans la série, plus les différentes strates de l'armée des anges vont prendre de l'importance, donc je trouvais ça intéressant de vous les expliquer. Et c'est vrai qu'au début, j'ai un petit peu galéré, on va dire, pour voir comment j'allais pouvoir formuler ce passage. Parce que dans la première version, c'était Kim qui expliquait tout ça à Ben. Après réflexion, je me disais, mais pourquoi Kim, qui est juste une humaine comme l'autre, même si c'est une moissonneuse, ça reste une humaine, pourquoi elle connaîtrait aussi bien la hiérarchie angélique et qu'elle pourrait l'expliquer à un être humain. Donc du coup, j'avais pensé à cette histoire de livre, mais là aussi, c'est vrai que le livre, c'est elle, en gros, c'est elle qui lui lisait, qui complétait ce qu'elle savait déjà. Donc je trouvais ça un peu dommage. Donc c'est vrai qu'après, je voulais vraiment montrer que Ben avait un petit quelque chose en plus qui faisait que lui, il pouvait le lire et pas forcément Kim. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu cette idée d'être projeté dans l'inconscient du personnage. Là, il rencontre Métatron, qui lui explique tout, un peu comme un maître d'école, avec ce côté ordinateur où il ouvre des sous-dossiers quand il lui parle. Je trouvais que c'est une façon, j'espère, originale de vous présenter ça. Donc j'espère que c'était pas trop indigeste, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que là, l'illustration de Midraoui, il aura vraiment apporté un plus, que ça me permettra bien de voir comment sont répartis chaque cœur au milieu de chaque corps d'ange. Donc j'espère que ça vous a permis de bien profiter de ça. Donc cet épisode-là aussi, ce qui change, c'est que voilà, avant, la première version de Dies Irae, c'était un petit peu, on avait un peu pensé aux séries genre Buffy, tout ça, c'était vraiment, au lieu du monstre de la semaine, là c'était l'ange de la semaine. C'était à chaque fois, Ben affrontait un ange, il le tuait. Donc bon, déjà, ça fait je me dis, après le recul, quand j'ai repris la série, je trouvais ça un peu ridicule, parce que bon, le gars, il découvre ses pouvoirs, donc bon, qu'il arrive à tuer comme ça aussi facilement des anges qui sont rentrés depuis des dizaines, dizaines, que dis des dizaines de millions d'années, ça fait un petit peu bizarre. Donc effectivement, vous remarquez que jusqu'à présent, dans la série, à part Azrael, et on ne sait même pas d'ailleurs si c'est vraiment que lui qui l'a tué ou s'il y a eu une conjonction d'événements qui ont fait qu'il a pu le tuer, il s'est fait poutrer par tous les anges qu'il a rencontrés jusqu'à maintenant. Il s'est fait défoncer par Raphaël. Bon, là, Zero, le combat n'a pas duré très longtemps, mais bon, on voit déjà qu'il se fait bien dominer tout du long. Et même si à la fin, il utilise le Final Burst, bah, il arrive un petit peu à le toucher, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et bon, si Raphaël l'avait pas interrompu, je pense pas qu'il aurait pu vraiment faire long feu face à un Zero qui se battait à pleine puissance. Donc là aussi, voilà, petit changement, nivellement vers le bas, vers le personnage, et surtout ça me permet de développer des persos. Parce que, par exemple, Zaïkel et Zeruel apparaissaient, c'était dans l'ancien chapitre 3, ils apparaissaient au début du chapitre, à la fin du chapitre, ils étaient tous les deux morts. Voilà, ça en était là. Donc c'est vrai que quand je l'ai réécrit, c'est dommage, ça permet de creuser, ça permet aussi d'avoir des personnes qui tournent avec Raphaël, parce que Raphaël, ça reste quand même plus ou moins plus l'antagoniste face à Ben pour l'instant, comparé aux autres anges ou à Dieu, même si ils sont pas forcément ses amis, ben c'est plus Raphaël, on va dire, qui porte la bataille jusqu'à Ben. Et c'est vrai qu'il soit toujours tout seul, je trouve ça dommage, donc je trouvais ça intéressant de lui adjoindre des sbires, même si c'est plus important que ça. Donc déjà, il y avait Zeruel que j'avais introduit à la fin du chapitre 2 et qu'on voyait un petit peu dans le chapitre 3, donc là qui prend plus d'importance. Et j'ai fait revenir le personnage de Zaïkel, qui, je sais pas si vous vous souvenez un peu, apparaissait subrepticement dans le premier chapitre. C'était elle qui en fait faisait part à Métatron des problèmes avec l'unité d'Azrael qui a affronté Ben. Donc c'était important de la ramener pour là aussi développer un peu le personnage, rajouter quelqu'un dans l'équation, un autre bras armé entre guillemets qui aide Raphaël, c'est pas mal de découvrir donc
une nouvelle classe d'anges. Donc voilà, les archanges un peu plus développés, avec aussi des principautés. Donc là aussi, au fur et à mesure des épisodes, j'essaye de densifier en présentant de nouveaux personnages. Voilà, à la fin de l'épisode 2, il y avait Jophiel qu'on voit un peu plus dans le chapitre 3. On a découvert Hiroel, qui était un throne, donc les anges du troisième rang, qui apparaît dans une scène. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Donc, dans cet épisode-là, on voit Zaïkel, on développe un peu Zeruel, on introduit Anaël, donc, qui est un ange gardien, qui est chargé de la protection de Zeruel. Donc pareil, voilà, est-ce qu'elle sera amenée à revenir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, donc après, voilà, dans les descriptifs de l'histoire, dans l'histoire des anges, pareil, je vous lance quelques noms comme ça. Alors c'est pas complètement innocent, hein. Il y en a certains que vous aurez l'occasion de revoir, plus ou moins avec un rôle important dans la série. Donc voilà, on pose nos pièces, on pose les noms, les personnages pour un petit peu développer cet univers. Voilà, vous avez aussi fait votre première rencontre avec Chris Manners, c'est pareil, le frère de Ben, on en parle depuis le début de la série, mais on l'avait jamais vu, donc là d'ailleurs on l'a vu interagir. Il a eu une petite scène, mais il sera amené à avoir des scènes un peu plus importantes par la suite. Et donc petit à petit, on approche le chapitre 5 marquera quand même un tournant, puisque dans la structure, comme est structuré, ça peut soit faire la fin d'un premier tome de roman, si on fait un roman classique, soit si éventuellement on décide de faire comme notre ami Fabien Fournier qui fait des light novels, il est un petit peu regardé au terme de découpage, le chapitre 5 ce serait plus ou moins la fin du deuxième tome du light novel. Donc on vous prépare quelques petits trucs bien sympathiques pour ce chapitre 5, et donc voilà, les éléments commencent à se mettre en place dans le chapitre 4, et l'épisode 5 devrait boucler quelques sous-intrigues et vous relancer dans une nouvelle direction, et j'espère que ça vous plaira, et que du coup, ben, on continuera à vous retrouver en tant que lecteur avec vos commentaires, voir si ça vous plaît toujours. Donc voilà, donc là je pense avoir fait un bon tour d'horizon de ce quatrième chapitre. Donc pour terminer, là aussi c'est une première, je vais pouvoir vous faire donc la fameuse question-réponse, parce que ça y est, on a eu quelques questions. Oups là, j'essaie de bouger, je fais bouger la caméra au lieu de faire bouger mon truc. Donc pour l'instant j'ai sélectionné 3 questions ou remarques de fans que je voulais un petit peu développer dans cette vidéo. Alors la première question, c'était de Julien qui me disait mais pourquoi avoir choisi de faire de Gabriel une Séraphine alors que traditionnellement, et ce même dans la Bible, il fait partie des archanges les plus notoires et qu'il a toujours été décrit comme étant de sexe masculin. Donc j'avais expliqué sur Facebook, mais je trouve que c'est bien d'expliquer en vidéo. Donc en fait, il n'est pas vraiment présenté de sexe masculin. Disons que les anges dans la Bible, ils sont présentés asexués. C'est pour ça que très souvent dans les représentations, on voit les anges, c'est des petits angelots, ça ressemble à des enfants avec les cheveux bouclés, et on ne voit pas de sexe. Donc c'est vrai que ça ressemble plus à des garçons que des filles. Donc c'est vrai que dans l'imaginaire, on dit ah bah les anges, c'est des hommes. Comme vous avez pu le voir dans le chapitre 4, quand Métatron explique tout, moi je suis plutôt parti du principe que qui dit asexué dit juste qu'ils n'ont pas de sexe. Après, derrière, ils peuvent avoir des attributs qui peuvent les affilier au genre masculin ou au genre féminin. Donc c'est pour ça qu'effectivement il y a quelques filles, donc c'est le cas de Gabriel, c'est le cas de Zaïkel. Je m'en précise que Zaïkel, souvent on la prend pour un garçon parce qu'effectivement elle a une poitrine mais qui n'est pas forcément bien pourvue, donc il ne se voit pas forcément. Donc il y a autant de filles que de garçons maintenant, effectivement. Ils n'ont pas de zézette, ils n'ont pas de zizi, donc ils restent asexués, mais voilà, donc je voulais un petit peu varier, parce que bon, scénaristiquement aussi d'avoir des garçons et des filles, ça peut apporter des choses, mais vous le verrez par la suite. Mais surtout, je trouvais que c'était plus à varier un peu, donc voilà, bon, dans les séraphins, dans les personnages, je voulais qu'il y ait une fille, vu les rôles joués par les uns et les autres, c'était Gabrielle qui me paraissait la mieux pour ce rôle, donc c'est pour ça que Gabrielle a un aspect féminin. Voilà pour la première question. Ensuite, il y a une deuxième question, c'est de Arnaud, qui me demande pourquoi je ne fais pas de version e-pub. Alors, la version e-pub, ça fait partie des objectifs. C'est un objectif à 500 euros collecté par mois. Disons que je me suis un petit peu renseigné. C'est vrai que quand j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui me disaient ah ouais, mais le PDF, machin, je me suis un peu renseigné. Le problème de l'e-pub, c'est que ça demande quand même un certain travail de mise en page, tout ça. Et j'avoue que bon, entre le boulot, la famille, quelques loisirs, ça me prend beaucoup de temps. L'écriture en elle-même d'un chapitre, ça me prend entre 30 et 40 heures aussi. Donc j'avoue que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'à choisir, quand j'ai du temps libre que je peux consacrer à Dies Irae, je préfère que ce soit pour l'écriture que pour de la mise en page. Donc maintenant, effectivement, je ne m'interdis pas un jour peut-être de faire une version e-pub. Pour l'instant, je reste sur le format A4 PDF parce que ben, peut-être que moi je suis déformé professionnellement, mais moi je lis beaucoup de trucs en A4 et puis quand je veux imprimer, c'est vrai que là aussi j'aime pas trop lire sur ordi, donc je l'imprime. C'est quand même plus pratique le A4. Plus ça permet de diminuer le nombre de pages. Parce que bon, je me suis amusé un peu. Alors, je vous parlais tout à l'heure de version roman, version light novel. Je me suis amusé dans Word de changer juste les tailles des pages
pour regarder ce que ça faisait, et ça m'a pris déjà un temps fou rien que pour faire ça, c'était juste sous Word, fallait juste changer les marges, des trucs dans ce genre, recalibrer la position des illustrations, tout ça, ça m'a pris un temps fou. Et puis après, bah, du coup, ça multiplie le nombre de pages. Quand je vous dis, en light novel, le chapitre 1, il fait 100 pages, quoi. Donc, ça me paraît un peu énorme, quoi. Enfin, moi, ça me ferait peur de dire comme ça un truc sans ça, putain, ça fait 100 pages. Là, au moins, les chapitres tournent à peu près autour de 30 pages. Donc, si on veut les imprimer sur du A4, ça fait 15 pages recto verso. Ça reste tout à fait jouable. Et donc pour terminer, alors là c'est pas une question, c'est plus une réflexion, c'était James qui me disait qu'il avait moins accroché avec la partie avec les anges. Il dit qu'entre les deux parties, on quitte une situation angoissante avec des émotions fortes quand ça se passe sur Terre, avec ce qui arrive à Ben et tout. C'est vrai que et après il y a la partie avec des archanges recteurs ça passe un peu pour des ados de lycée. Alors c'est vrai que quand il va dire ça m'a fait sourire, parce que rétroactivement quand on y pense, oui c'est vrai que ça fait ça. Mais justement, c'était un peu voulu dans le sens où les anges, eux, ils vivent complètement en autarcie dans le palais céleste. Ils vont très peu sur Terre. Ça leur arrive d'avoir des missions, mais bon, c'est pas forcément les archanges qui vont en mission, c'est plutôt les rangs inférieurs qui vont faire dans des missions dans des mondes extérieurs. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu dans leur microcosme et qui, bon, comme j'explique dans le chapitre 4, il y a eu comment ça s'appelle, des générations d'anges. Donc c'est un peu comme des frères et sœurs. Ils sont tous nés en même temps, ils ont fait leur classe ensemble, ils ont monté les échelons ensemble, ils sont à la tête des armées depuis des millions d'années ensemble. Donc ils se chamaillent un peu, on va dire, comme des ados. Donc c'est sûr que ça peut paraître ridicule, mais c'était le parti pris que j'avais, que voilà, les anges, ils sont un peu dans leur monde, et justement, le fait que Ben ait tué un ange, c'était pas arrivé qu'il y en a un qui meurt depuis les révoltes de Satan et de Lucifer, donc là, déjà, ça leur chamboule tout. Et du coup, ça les oblige à s'intéresser à ce petit bout de terre qu'est notre planète, à les sortir de leur monde fermé, à s'ouvrir à l'extérieur. Et bon, effectivement, bah, ça fait ressortir certaines choses. Il y a toujours une animosité latente entre Raphaël et Michael, mais qui était un petit peu larvée, qui se développait pas parce qu'ils étaient dans leur truc, c'était comme ça. Hein. Michael c'était le chef, Raphaël c'était un autre, était un cran en dessous, c'était comme ça. Là, the cool, cet événement-là, ça peut potentiellement rebattre les cartes, et c'est vrai que bah, ça va exacerber les sentiments des uns et des autres, et ça va un petit peu obliger ce petit monde à sortir de son entre-soi, et du coup, bah, ça peut créer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, j'avais promis une vidéo plus longue, bah là on y est, on est plus de 12 minutes. Donc je pense avoir fait le tour de tout ça. J'espère avoir de nouvelles questions à répondre pour des questions-réponses pour le chapitre 5. En tout cas, bah, je vous donne rendez-vous dans un mois pour cet épisode qui, je vous promets, il va se passer beaucoup de choses. Allez, à bientôt. Ciao.